Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour les détails cachés ou les choses que vous n'avez pas vues dans Squid Game. Alors déjà, petit disclaimer, je déteste le spoil et je sais que tu veux pas te faire spoil, donc si tu n'as pas vu la saison 1 et la saison 2, bah hésite pas à aller la voir. Mais avant de commencer tout ça, générique. Donc bonjour à tous et à tous, c'est Kaito et aujourd'hui on se retrouve du coup pour les détails cachés de Squid Game, qui des petits détails, des petits easter eggs qui nous permettent de savoir ce qui pourrait se passer du coup dans le futur de la saison 3 de Squid Game, ce qui se passe dans la saison 2 et des trucs qui nous permettent en fait d'expliquer d'autres choses. Et ça, je vous assure, il y en a plein tellement que ça va être dur de tout mettre dans une vidéo, je pense que ça va même être impossible. Bon bah maintenant que ceux qui n'ont pas vu sont partis dans leur grotte pour aller regarder, on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite la vidéo. Et pour commencer, je vous dis, le joueur 125 n'est pas un VIP. Du moins, rien nous le montre. Et ça, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusque là. Puisqu'on va commencer chronologiquement en parlant du coup du recruteur. On va y aller crescendo, on va d'abord aller sur les petits détails easter eggs et ensuite les plus gros trucs. Alors les petits détails cachés déjà, les petits easter eggs qu'on a avec le recruteur, bah vous savez la carte. Mais oui, vous savez la carte qui donne dans l'invitation après le jeu. Et bien dessus, il y a le numéro 456 qui est le numéro de notre personnage principal dans la saison 1 et la saison 2. C'est pas un détail qui nous sert, mais c'est toujours sympa de le voir. Maintenant, vous avez regardé cette saison 2. Vous avez vu à quel point ce recruteur est barré. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un personnage qui a été choisi au hasard. Déjà, l'essence même des Squid Game, c'est l'égalité des chances entre tous les joueurs. Sauf que là, vous allez me dire tout de suite, mais il y a eu le jeu de la roulette russe où il a pas laissé le choix, il a mis plusieurs balles dedans, qui fait que il y avait plus d'égalité des chances puisqu'il y avait 5 chances sur 6 que le gars il meurt. Eh bien non, c'est là où vous vous trompez, puisque si vous regardez un peu au ralenti cette séquence, vous verrez qu'il n'y a qu'une seule balle qui permet de tuer ses concurrents. Vous allez me dire non, il met 5 balles dedans, c'est pas possible. Regardez bien, parmi les 5 balles que vous voyez, il n'y a qu'une seule balle où à l'arrière, il y a une tête pleine et pas une tête creuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amorce dans les 4 autres balles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amorcer cette balle pour qu'elle tue quelqu'un. Celle-ci est désamorcée et du coup ne peut tuer personne. Le jeu de la roulette russe est donc respecté, les règles de base de la roulette russe est respectée et il y a une égalité des chances de mourir entre un joueur et l'autre. Et les règles du Squid Game sont donc respectées. On se rappelle dans la saison 1, le maître du jeu a fait un pataquès parce que comme il y avait le chirurgien qui avait des informations en avance, il n'y avait pas d'égalité des chances entre les joueurs. Et là on voit du coup que le recruteur respecte cette règle. Et il le fait dès le début, puisqu'à chaque fois qu'il a mis du coup des balles dans le fusil, à chaque fois il y avait une égalité des chances. La seule fois où il n'a pas mis de balles avec amorce, mais à ce moment-là il en a mis 0, c'était la première fois, mais à ce moment-là il y avait une égalité de chances de gagner pour les deux joueurs, puisqu'il en avait mis 0 qui pouvait les tuer. Je pense qu'il voulait juste faire monter la pression, faire durer la chose, le temps que leur sauveur arrive. Même si on sait tous que celui-ci est arrivé trop tard. Du moins, trop tard pour eux, mais pas trop tard pour le recruteur, puisque celui-ci a pu avoir la discussion qu'il voulait avec lui, et en plus de ça, ils ont pu du coup jouer à ce jeu. On a vu à ce moment-là qu'il a voulu le rabaisser en le traitant de petit chien, tandis que lui était énervé qu'on le traite de cette manière, puisque lui n'était pas un petit chien, et j'ai un moyen très important de vous montrer que ce n'est pas un petit chien et qui travaille durement pour l'organisation. Déjà, pour commencer, vous vous souvenez de la première règle qu'il y avait au début de la deuxième saison? C'était une nouvelle règle fondamentale. Vous savez, cette règle qui fait que maintenant, à chaque fois, ils peuvent voter soit de partir, soit de rester. Et pour simplifier cette règle, on voit vraiment qu'ils choisissaient soit leur vie, soit l'argent. Et quel comparatif on peut avoir ça avec le recruteur? Eh bien, je vous rappelle qu'au début, il va voir du coup des SDF, et qu'est-ce qu'a besoin un SDF pour vivre? À manger. Et qu'est-ce que choisit le SDF la majorité du temps quand on lui fait faire le choix du ticket de loto et de la bouffe qu'il lui donne? La majorité du temps, ils ont tous choisi le ticket de loto. Le recruteur a donc sûrement fait ce petit jeu plusieurs fois et continué pour tester cette théorie et essayer du coup l'appliquer dans le jeu du est-ce que dans cette situation de vie ou de mort, et là où en gros ils ont plus rien à perdre et que leur seule chance c'est la survie, qu'est-ce qu'ils choisiraient? Est-ce qu'ils choisiraient la survie ou est-ce qu'ils choisiraient l'argent?
l'argent. Et je pense, et c'est même le cas, que ce petit test a permis du coup de déterminer qu'à chaque fois il préférerait choisir l'argent en priorité. Bon, tant qu'on est sur le recruteur, j'ai beaucoup aimé le parallèle qui a été fait avec des youtubeurs coréens qui sont très connus. Vous vous souvenez quand on voit du coup la poupée avec une photo du recruteur qui est fait au début où ils prennent la photo, et dessus cette image ressemble beaucoup à côté animation et franchement ce parallèle je l'ai trouvé hyper drôle. C'est un peu comme à la saison 1 quand le joueur 456 avait les cheveux rouges pour faire penser à Slam Dunk. C'est des petits clins d'œil qui sont pas forcément utiles à l'histoire mais qui franchement nous font sourire et c'est trop cool. Vous pensiez que j'en avais fini avec le recruteur? Et non, il y a un dernier détail très important. Quand on voit du coup le recruteur tendre ce billet de loto et de la bouffe, des brioches si vous préférez, il y a un détail très important sur ses mains. On voit qu'il a de la corne sur une de ses mains. Mais pas sur n'importe quelle main, avec celle avec laquelle il met des baffes. Cela prouve quoi? Que le recruteur a travaillé pendant toute l'année, qu'il travaille pas que pendant la période qu'on a pu voir du coup pendant l'épisode, puisque cette écorce sur les mains ne peut pas se créer comme ça sur une courte durée, mais vraiment c'est quelque chose qui arrive avec le temps. Et à force de mettre des baffes à rallonge et à faire du coup ce travail, il doit avoir de l'écorce sur les mains. Pour moi, 3 explications à cela. Première explication, comme je vous l'ai dit, il fait des recrutements un peu partout dans l'année et c'est pour ça qu'il a de l'écorce qui est resté à cet endroit-là. Deuxième explication, et ce serait incroyable, c'est que le recrutement qu'il fait est encore plus grand que ce qu'on pense, et franchement, ça, j'en reparle plus tard dans la vidéo, mais ça ferait écho avec une autre théorie. La troisième explication, c'est qu'il a de l'écorce, mais qu'on sait pas pourquoi. Soit c'est l'acteur qui avait ça avant le tournage, soit il y a une autre explication qui sera donnée par la suite dans la saison 3, mais personnellement, je kifferais que ce soit un détail qui a été mis exprès pour nous donner la puce à l'oreille. Bon, pour ce qui est de la deuxième chose dont on va parler pour cette saison 2, c'est que la structure est exactement la même que la saison 1. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que par exemple dans la saison 1, on a un moment où notre joueur 456 va réaliser et il y a un espèce de système cinématographique qui est le dézoom. Je me souviens plus exactement du terme, je vous le mettrai peut-être si je l'ai retrouvé, mais c'est un système pour montrer en gros que l'acteur, en gros le personnage dans le film ou une série réalise ce qui se passe. Et dans la saison 1, on a ça du coup au même épisode que la saison 2, mais c'est pas les seuls parallèles qu'on a. On a aussi nos personnages qui dans les 2 saisons vont essayer de voir un passeur. Ce passeur est d'ailleurs le même que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2. Ce qui est quand même un parallèle très drôle et on le voit d'ailleurs râler dans la saison 2 qu'il a trop de clients, qu'il a trop de richesses et que la chance lui sourit. Dans la saison 1, c'est la finaliste et joueuse 67 qui va du coup aller voir ce passeur pour retrouver quelqu'un qui n'a pas réussi du coup à passer les frontières et c'est peut-être soit sa sœur, soit un enfant, j'en reparlerai juste après. Et dans la saison 2, on a notre personnage principal qui recherche du coup la mère d'un des joueurs qui est à l'étranger et qui doit revenir justement dans le pays, et la tireuse numéro 11 qui cherche son enfant qu'elle a dû abandonner, qui a été perdu, on ne sait pas trop. Et ça, j'ai ma petite théorie là-dessus, mais je pense que cette tireuse numéro 11 et la joueuse 67 sont de la même famille. Et plusieurs facteurs me permettent de dire ça. Bon, en plus du fait qu'ils ont réussi du coup à partir de la Corée du Nord pour se réfugier en Corée du Sud, un autre facteur me permet de me dire que la tireuse numéro 11 et la joueuse 67 sont de la même famille. Les deux ont nom de famille Kang, tu vas me dire c'est très réputé, mais on a aussi leur prénom. La joueuse 67 s'appelle Saebyok, tandis que la tireuse numéro 11 s'appelle Nohul, sachant qu'en coréen, Selbyok veut dire lever de soleil et Neul veut dire coucher de soleil. Et franchement, ce genre de parallèle dans les familles coréennes est souvent fait, du coup cette théorie pourrait suivre son cours. Surtout que je vous rappelle que dans la saison 1, notre joueur 67 a déclaré pendant le jeu des billes qu'ils étaient 3 et qu'elle avait un frère. C'est d'ailleurs possible que la joueuse 67 du coup cherchait sa sœur ou l'enfant de sa sœur dans ce pays étranger, ou encore que la tireuse numéro 11 dit que c'est son enfant pour essayer d'apitoyer un peu le passeur pour essayer de retrouver son enfant, alors que c'était sa petite sœur qu'elle avait abandonnée dans ce pays à l'époque. Et ce serait très sympa qu'il y ait ce parallèle entre ces 3 saisons. Bon, tant qu'on est dans les parallèles et la tireuse numéro 11, c'est sûr que c'est elle qui devait tuer le joueur 246 et que celui-ci n'est pas mort. On a d'abord un plan sur lui qui devait mourir avec le fusil bien droit avec du coup le tireur triangle, et ensuite un plan du coup sur le tireur triangle avec l'arme un peu baissée. Donc si elle a été baissée, c'est qu'il
n'a pas été tué, donc on le retrouvera sûrement dans la saison 3. Car vous savez très bien, grâce à la saison 1, que si on montre pas la mort, souvent c'est que la personne n'est pas morte. On a pas mal d'autres petits parallèles, le fait que quelqu'un s'incruste pour aller aux toilettes, les réactions des participants en arrivant, le fait que quelqu'un vient toquer pour aller donner une carte alors que quelqu'un est en train de rêver. Je vais pas vous faire tous les parallèles, mais il y en a énormément. Mais il y a un parallèle et un détail que vous avez sûrement vu, parce que c'est passé sur tous les réseaux, c'est que dans la saison 1, et on le voit très bien du coup avec les finalistes, c'est que dans leur dortoir qu'ils avaient au début, donc là où se passe la finale à la fin, et on le voit très bien puisqu'il n'y a plus les lits, il y a tous les jeux qui sont sur les murs. Du coup, en parallèle, on sait tous les jeux du coup de ce deuxième Squid Game. On a en premier temps le Red et Green Light, du coup le 1, 2, 3 soleil, le feu vert, feu rouge. Dans un deuxième temps, on a le pentathlon, donc le groupe de 5 qui sont du coup accrochés par les pieds qui doivent faire 5 jeux. Le troisième jeu qui est le Rung and Rang, coucou les Congolais. En gros, ça c'est un peu la chanson qui a été redite à la française, mais vous m'avez compris, c'est le jeu du carrousel où en gros il faut choisir des groupes pour aller dans les portes. D'après les murs, le quatrième jeu serait le Jack and Jill. En gros, on a un seau qu'il faut ramener en haut d'une colline pour aller vers un puits et ensuite le ramener en bas. Et en gros, c'est un jeu où il faut ramener de l'eau dans un réservoir et remplir ce réservoir en premier. Petit détail d'ailleurs que vous n'avez pas vu dans le générique de fin, c'est pas réellement un post-générique parce que c'est pas à la fin, mais c'est un peu au milieu. On a du coup deux poupées qui sont montrées. Si vous les avez ratées, elles y sont. Et on voit du coup la poupée du 1, 2, 3 soleil et une poupée qui ressemble fortement à celle du Jack and Jill. Même si pour moi, je pense que ça a été mis pour nous piéger, je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Le cinquième jeu qu'on peut retrouver sur le mur est le Human Chest, où en gros c'est un échiquier humain et ça ce serait très très cool. Moi ça me fait penser à Harry Potter personnellement, je sais pas si vous c'est le cas. Et le dernier jeu c'est le Monkey Bar. Vous savez quand vous allez en gros dans les parcs ou si vous étiez en campagne, il y en avait un peu partout. C'était des espèces de jeux acrobates où il fallait s'accrocher au bar et essayer d'aller au bout du parcours. Et ça ce serait le sixième jeu, le jeu finaliste. Personnellement je fais ma petite théorie là-dessus et je m'appuierai sur plusieurs trucs. Je sais pas s'il y a un truc que vous avez remarqué, mais ces 6 jeux, c'est des jeux qui sont pas propriétaires de la Corée, mais qui sont vraiment à l'international. Là où dans nos premiers Squid Game, on avait du coup des jeux qui étaient vraiment liés à la Corée, là j'ai vraiment l'impression que c'est des jeux à l'international. On avait déjà du coup un des VIP qui, pendant la saison 1, nous avait dit que les jeux de Corée étaient les plus intéressants. Ça sous-entend qu'il y a des jeux à l'international et qu'ils viennent spécifiquement pour ceux de Corée parce que ça se passe à ce moment-là, mais il y en aurait d'autres à d'autres endroits. Mais pendant notre jeu du pentathlon, on peut voir en gros qu'il y a des ribambelles, là vous le voyez à l'écran, de petits drapeaux de tous les pays. Personnellement, je pense que c'est un petit easter egg, ce serait un peu des qualifications pour un jeu final qui serait avec les autres pays, un peu à l'instar des JO, des espèces de JO Squid Game, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais franchement je trouve ça plutôt cohérent. Qu'est-ce qui me fait dire aussi qu'il y a des jeux à l'international, c'est le fait que les VIP, que ce soit dans la version originale ou la version française, gardent une voix anglaise. Je vous rappelle, la langue qui est parlée dans le plus de pays au monde, c'est l'anglais, donc pourquoi obliger les VIP à parler en anglais dans la version originale ou la VS si c'est pas pour au final nous dire que c'est des jeux à l'international. Si on ajoute ce qu'a dit le VIP à la saison 1, les petits drapeaux et en plus de ça les jeux qui ne sont pas liés du coup qu'à la Corée, qui sont généralistes, qui sont joués un peu plus dans tous les pays, franchement j'y crois vraiment beaucoup. Maintenant pourquoi je vous dis que pour moi la poupée de fin était mise pour nous mettre un peu en erreur, on voit dans ce post générique que les personnages qui sont à l'écran ne sont pas les mêmes qu'on a vu pendant nos Squid Game de la saison 2. Deux possibilités à ce moment-là. Possibilité numéro 1, ils sont obligés de redémarrer les Squid Game et ce serait une punition pour notre joueur qui a voulu du coup se rebeller, parce qu'on sait déjà que les VIP parient sur les joueurs, que les joueurs ont une importance capitale, et s'il en manque, les VIP, leur pari, ils tombent à 0. S'ils redémarrent ces jeux à 0, comme on l'a dit, le post-générique qu'on a vu serait du coup un Red Light et un Green Light, et pour éviter qu'il y ait en gros ce qu'a utilisé le joueur 451 pour avertir tout le monde pendant le premier de 3 soleils, on est une poupée qui vérifie à l'arrière si ça bouge, ce qui fait qu'il nous faudra du coup respecter les règles à fond puisqu'il y aura 2 poupées qui vérifieront devant et derrière. La deuxième possibilité c'est que ce soit les jeux internationaux qu'on voit dans ce post générique et franchement ce serait ultra intéressant. Le défaut c'est que si la saison 3 Squid Game est la dernière, il va falloir speeder ou mettre un peu plus d'épisodes ou des épisodes un peu plus longs qu'on
peut voir dans d'autres séries. Tant qu'on est dans les détails internationaux, on sait que la musique Coucou les Congolais a beaucoup fait marrer les Français, mais est-ce que vous aviez la référence de la danse de Thanos? Pour ceux qui savent pas qui est Thanos dans la vie réelle, Thanos est un ancien rappeur qui était du coup dans le groupe Big Bang et qui s'appelait T.O.P, top en gros, et qui a été surpris dans un scandale puisqu'il avait en gros de l'herbe sur lui. En France, ça vous paraît peut-être peu, mais là-bas, il n'y a pas de tolérance, ses fans lui ont tourné le dos, son groupe lui a tourné le dos, et en plus de ça, ce scandale lui est arrivé pendant son service militaire. Celui-ci était une étoile montante dans son pays, il avait commencé sa carrière d'acteur, il était vraiment au top en tant que rappeur, et franchement c'était la descente en enfer pour lui. Et 7 ans après, du coup on le voit revenir sur cette série Squid Game, et vous voyez la danse qu'il fait pendant cette chanson, pendant le carrousel, et c'est une danse du coup qui est en rapport avec son groupe Big Bang à l'époque sur une des chansons qu'ils ont fait, la chanson Bang Bang Bang. Voilà, vous vous êtes dit qu'il était un peu trop défoncé, et c'est pour ça qu'il faisait cette danse un peu rigolote avec du coup la musique qui en Corée veut dire tourne tourne tourne, mais non, c'est juste que c'était une référence à la danse qu'il faisait à l'époque quand il était dans son groupe de rap. Bon, passons aux détails un peu plus croustillants et passons à notre joueur 001 aka le maître du jeu. Déjà pour commencer, si vous n'avez pas vu ce détail, c'est du coup pendant le jeu du pentathlon, on peut du coup expliquer pourquoi celui-ci, le 001, a autant de mal à réussir. On pourrait se dire qu'il a fait exprès, mais oui, à quel point il a fait exprès? Parce que oui, il a fait exprès, mais il y a un détail, un petit détail qui nous montre à quel point fait exprès de ne pas réussir. Vous savez qu'il n'a pas réussi à faire la toupie, non pas une, non pas deux, mais 3 fois, et que c'est de partir de la 4e fois qu'il réussit. Mais qu'est-ce qui nous fait montrer en gros qu'il fait exprès de ne pas réussir? Oui, il y a son sourire. Je vous vois. Oui, il y a son petit sourire qui nous montre, il prend du plaisir à se tromper. Mais surtout, que ce soit dans la saison 1, mais la saison 2, on le revoit à la toute fin, on voit que ce maître du jeu est gaucher. Et ces 3 tentatives, il les a fait avec quelle main? La main droite. Et bizarrement, à la 4e tentative, quand il réussit, il le fait de la main gauche. Donc oui, il a fait exprès de rater, mais comment il a fait exprès de rater? Justement en jouant de la mauvaise main. Vous vous êtes dit que c'est les seuls détails qu'on n'avait pas sur le joueur 001, mais non, il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Déjà, pour commencer, quand ils ont leur repas, on peut voir déjà l'écho entre la saison 1 et la saison 2, c'est que notre personnage principal, le 456, n'aimait pas le lait frais. Et dans la saison 1, le pépé à ce moment-là nous dit « Oh, t'es difficile, comme mon fils lui aussi ne supporte pas le lait frais ». Et dans la saison 2, qui c'est qui donne son lait frais? Le joueur 456 et notre maître du jeu, le joueur 001. 2 possibilités, soit c'est un truc comme ça qu'ils ont décidé de mettre, mais ça m'étonnerait fortement, soit c'est le joueur 001, qui est donc le fils dont parlait l'ancien joueur 001 et l'ancien maître du jeu, et à ce moment-là, notre joueur 001 actuellement n'est plus maître du jeu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un carré qui est avec une capuche noire, puisque c'est le nouveau maître du jeu. Bon, le truc qui pourrait du coup vous faire croire que ce n'est pas le fils du coup de l'ancien numéro 1, c'est vous dire, mais en fait le policier, il a vu le pépé, il aurait su que c'était du coup son père, c'est pas normal. Sauf que qu'est-ce qu'on apprend dans la saison 1 épisode 2, c'est qu'ils ne sont pas réellement frères. On sait en plus que la mère du policier arrête pas cracher du coup sur l'autre femme qu'a le daron, et en fait ces deux-là auraient pu se rapprocher, le policier et du coup le maître du jeu, parce que ils avaient leur père actuel en commun, mais que leur père biologique n'est pas le même. Cela expliquerait comment celui-ci a hérité du coup de cette formule est réellement le fils de l'ancien 001, et comment ça se fait que le policier en fait ne connaît pas le vieux. Ça expliquerait pourquoi dans la saison 1 il est là pour les derniers instants du 001, pourquoi il suit ses conseils et ainsi de suite, c'est tout simplement parce que c'est son fils et qu'il a hérité de tout ce qu'il avait. Ce petit parallèle de lait frais qui ne plaît pas, franchement moi j'aime beaucoup cette théorie et je suis pratiquement sûr qu'elle est vraie, après la saison 3 nous le dira. Bon, puisqu'on est sur le joueur 001, continuons là-dessus parce que j'ai d'autres choses à dire. On sait grâce à la saison 1 que le joueur 001, qui est du coup non pas le frère mais le demi-frère de notre policier, a gagné les jeux en 2015. On sait aussi du coup maintenant que sa femme est morte en 2018. Alors il faut m'expliquer pourquoi ce joueur 001 qui a gagné en 2015 n'a pas utilisé ses sous pour sa femme qui est morte du coup en 2018. Il aurait eu largement le temps d'utiliser, sachant qu'en plus on apprend qu'il n'a pas remboursé le loyer à sa proprio. Je suis désolé, quelqu'un qui est multimilliardaire et forcément peut rembourser la proprio de son loyer, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il n'a pas touché cet argent? Tout simplement car pour moi, celui-ci
a les mêmes intentions que le joueur 456. Même s'il le met à l'épreuve pendant toute la saison 2, je pense que celui-ci, comme lui, se dit que l'argent qu'il a accumulé n'est pas l'argent qu'il doit utiliser, qu'il a le droit d'utiliser, puisqu'il les a eus au risque de la vie de tous ceux qui sont morts pendant son jeu. C'est pour ça que pour moi, il le met à l'épreuve dans la saison 2, il veut le mettre à rude épreuve jusqu'au bout, puisque lui, qui sait que ces jeux sont à l'international, il veut le mettre à rude épreuve, puisqu'il sait que peut-être que s'il imagine ces jeux à l'international, il abandonne. Et en le mettant du coup à l'épreuve dans cette saison 1, il se dit peut-être qu'il serait capable d'aller plus loin et d'arrêter réellement ces jeux. Et c'est pour ça qu'avant l'émeute, il lui fait répéter et confirmer du coup ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'un petit sacrifice est acceptable pour une plus grande cause. En l'occurrence, la sacrifier des concurrents pour pouvoir réussir à attaquer les gars. Et je suis sûr qu'il l'a fait répéter et qu'il lui a montré ça pendant la saison pour lui montrer qu'il n'avait pas le choix par la contrainte et en lui rappelant qu'en fait le petit sacrifice de son meilleur ami a été fait pour la plus grande chose, c'est-à-dire démanteler les jeux à l'international. Et qu'est-ce qui fait qu'il est sous la contrainte? C'est que pour moi, dans le jeu, il y a une taupe, quelqu'un qui fait se dérouler les jeux autre part, qui fait partie des organisateurs, des hôtes, en tout cas quelqu'un qui sait l'existence des jeux et qui lui empêche d'agir en toute liberté. Et non, et oui, je le dis enfin, ce n'est pas le joueur 125 qui fait partie de ces infiltrés. Et je suis sûr que certains d'entre vous vont dire « Mais si, j'ai regardé sur internet, l'acteur qui joue le 125 et le VIP numéro 3, c'est écrit sur internet. » Et je suis désolé, mais Google n'a pas toujours raison et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, si on va du coup sur internet, on peut voir que celui qui a une tête de cerf et qui joue du coup le VIP numéro 3 s'appelle David Lee. Mais le truc où il y a une grosse erreur et un gros malentendu, c'est que le joueur du coup 125 s'appelle Lee David et pas David Lee. Et oui, vous allez vous dire, oh, c'est juste inversé, rien à voir. Non, c'est juste Google du coup qui a attribué ça. Et en fait, Lee David est son nom de scène, puisqu'en Corée, il ne s'appelle pas comme ça. Je sais pas si je le prononce correctement, mais celui-ci s'appelle Lee Da-wit. Et en gros, c'est Lee David pour que ce soit plus facile à lire à l'international, il s'appelle comme ça. Et du coup, je pense que Google l'a associé très clairement, mais ce n'est pas du tout la même personne. On le voit de toute façon, puisque dans la saison 1 de Squid Game, il y en a un qui a le visage un peu plus en V, un peu plus carré, tandis que notre du coup Lee Da-wit qui joue le joueur 125 ici a un visage un peu plus arrondi. Et c'est donc juste un énorme malentendu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été sur internet voir les acteurs, qui a vu ça, qui a pété son câble, qui a fait « Oh la théorie, oh là là !» Et ça a pris des proportions immenses et ce qu'on appelle l'effet papillon. C'est-à-dire que il y a un malentendu au début et ça s'est amplifié avec l'effet groupe aussi. On peut très clairement dire que c'est de l'effet de groupe, c'est-à-dire que ça a été amplifié, déformé, ça a pris des proportions énormes, alors qu'au final c'est juste un malentendu et juste Google qui a mal répertorié sur internet. Bon, revenons à nos traites à l'intérieur de ce jeu. Avant de passer du coup du trait qui pour moi est dans la saison 2, on va parler d'un autre traître. Oui, je vais parler du coup du conducteur du bateau qui était vraiment beaucoup trop gentil pour être un gentil dans cette saison 2 de Squid Game. Bon, même si sa gentillesse n'est pas un facteur, il y a plein de petits détails qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille dès le début, rien que le fait qu'il propose d'aller pêcher du calamar la prochaine fois avec le policier, c'est une référence au squid, squid, calamar, voilà. Mais il y a un détail précis qui peut nous montrer en gros que celui-ci était un traître. Vu qu'on sait pas si les jeux se passent en même temps que la recherche, il y a un truc très con, comment ils ont fait pour trouver le traceur? Vous pensez parce qu'ils l'ont fouillé de fou contre en comble? Non, ce n'est pas à cause de ça, en tout cas pas avec ce que j'ai vu. Au moment où ce conducteur de bateau apprend qu'il y a quelqu'un qui a déjà été dans les jeux et qui en plus il a un traceur, si vous regardez bien, je vous mets la séquence, on peut voir qu'il fait quelque chose avec sa main droite. Il fait des petits coups, des petits à-coups comme ça, et qu'est-ce qu'il y a dans les bateaux qui nous permet de faire des petits à-coups comme ça, surtout quand on est proche d'un autre endroit? Et oui, je pense qu'il envoie un message morse du coup aux organisateurs du jeu pour que justement ils enlèvent ce traceur à ce participant pendant qu'il est encore endormi et qu'il n'ait pas de problème avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'ils ne sont pas non plus ultra loin des jeux quand ils sont du coup sur l'île, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de mettre ce traceur méga loin et ils l'ont mis du coup dans le seau du pêcher. Surtout que s'ils sont pas très loin, ils peuvent communiquer du bateau avec les Toki qu'ils ont récupérés à la fin. Mais on s'écarte un peu du sujet. Mais ce petit détail, c'est vraiment un petit détail, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi je suis pratiquement sûr que c'est le cas, nous montrer qu'en gros ce conducteur de bateau était
un méchant dès le début. Du moins un méchant, je ne sais pas, puisqu'il a quand même aidé le frère du maître du jeu à s'en sortir. Et je vous avais dit qu'il n'y avait qu'un seul détail. Non, il y a un deuxième détail qui nous permet d'affirmer qu'en gros, celui-ci est en contact non pas qu'avec le maître du jeu, mais vraiment avec les Squid Game en règle générale. Vous me rappelez, ça fait depuis combien de temps que celui-ci va avec son bateau aller pêcher au loin? 30 ans? 30 ans? Vous me rappelez, ça fait combien de temps que les Squid Game commencent? Ça fait 30 ans. Et oui, donc je pense que ça fait 30 ans qu'il a son bateau, puisque ça fait 30 ans qu'il travaille pour l'organisation des Squid Game. Et là, certains vont me dire, mais tu racontes n'importe quoi, ça fait pas 30 ans que les Squid Game ont duré, on a vu que quand le policier fouillait dans la saison 1, bah ça faisait depuis 88 que, en fait, les Squid Game existent. Oui, et c'est là que je viens à mon troisième détail. Alors celui-là, fallait le voir. Alors, dans la saison 1, qu'est-ce qu'on voit? Le troisième gagnant des Squid Game en 90, le numéro 28 s'appelait comment? Il s'appelait Park Pim Sam. Et vous me rappelez le nom du conducteur de bateau? Eh oui, Park. Je pense que le conducteur Park était le troisième gagnant des Squid Game. Et ça, une fois de plus, ça nous prouve le lien qu'il avait entre les jeux et du coup, lui. Après, pourquoi il a aidé du coup à repêcher ce policier? C'est tout simplement que si le policier avait disparu, ça aurait été suspect, alors que là, qui revienne à quai et qui raconte des trucs qui personne ne peut du coup suspecter, franchement, c'est moins suspicieux et il n'y a que lui qui peut y croire. Et on le voit très bien puisque les chefs de la police ne le croient pas du tout. Bon, je sais que vous vous attendez que je vous parle du traître, mais ce petit détail avant du coup de passer à ça, pour laisser un peu de suspense, je sais pas si vous avez vu, mais dans les cartes de Squid Game, dans les cibles qu'on peut voir sur lesquelles ils tirent, du coup dans le Love Hotel, on a un ordre précis de cible à chaque fois, on a un ordre précis de symboles. D'abord le rond, ensuite le triangle et ensuite le carré. Pourquoi l'importance de ces symboles? Ça nous montre la hiérarchie entre les personnes à l'intérieur des Squid Game. On a les ronds, ceux qui font les bad buzzons, qui vont du coup aller brûler les corps, qui transportent les participants et ainsi de suite. Ensuite, on a la hiérarchie au-dessus, ceux qui sont un peu qualifiés pour tirer, qui ont un peu plus de qualification, mais qui sont sous les ordres des carrés. Et ce qui fait qu'on a la hiérarchie qui est déjà bien établie sur ces petites cartes, avec les ronds, les triangles et les carrés. Voilà, c'était le petit parallèle qui était donc dans la saison 1 et la saison 2, qui était très sympa. Mais maintenant, on passe au traître. Donc là, on est sur du spéculatif, mais pour moi, deux personnes peuvent être des traîtres. La première, et c'est le moins probable, c'est la mémé. Pourquoi je pense à la mémé? C'est simple, je vous ai parlé de parallèle. Dans la saison 1, on a le genre 001 auquel on s'attachait, qu'on trouvait hyper cool et tout ça, et qui au final était le traître. Et franchement, dans les séries coréennes, c'est souvent un peu ce coup de Trafalgar qu'on nous fait. Et là, la mémé, je suis désolé, tout le monde s'est attaché à cette mémé, et le fait que ce serait la méchante, ce serait vraiment très cohérent. Qu'est-ce qui nous permettrait d'affirmer ça? Tout le monde a des dettes à l'intérieur du jeu, à part le 01 et elle. Mais à quel moment tu peux rentrer dans les jeux si c'est ton fils qui est endetté? Celle-ci n'aurait jamais été approchée du coup par le recruteur, puisque celle-ci n'est pas endettée. Le deuxième facteur qui pourrait nous permettre de dire que c'est elle, c'est le fait qu'elle est rentrée avec une arme très visible, ça part sa cheveux là. Je suis désolé, mais à quel moment tu peux rentrer avec ça alors que tout le monde est démuni de tout et qu'on voit même que certains dans la saison 1 pour ramener des choses vont les cacher à des endroits pas très conventionnels. Les autres facteurs qui me permettent de dire que c'est elle, c'est le fait qu'elle ait des propos en mode ça sert à rien de mourir ici, comme si elle connaissait la suite, qu'elle retient par exemple les gens d'accompagner du coup notre joueur 456 comme si en fait ça valait pas la peine de le suivre. Elle retient du coup son fils en mode n'y va pas, ce n'est pas une bonne idée, je sais déjà comment ça va se finir. Et franchement, c'est des petits facteurs, des petites choses qui pourraient nous dire que c'est elle. Franchement, j'y crois personnellement, même si c'est le moins probable. Bon, pour ce qui est du traître, je pense que certains d'entre vous pensent que c'est le joueur 388 ou le joueur 110, et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce n'est pas le cas. Le joueur 388, certes, n'a pas été vu dans le premier jeu, le jeu du 1, 2, 3 soleil, mais on peut voir qu'il a été paniqué plusieurs fois. Dans les scènes de combat, à la fin, il a été paniqué dès le début, il se recroquevillait, il n'arrivait pas à tenir ses armes, il tirait n'importe comment, il n'arrivait même pas à recharger son arme quand on lui montrait, il a fallu qu'on lui montre comment faire pour qu'il réussisse à le faire. Deux possibilités, soit il n'a jamais été dans la marine, et à ce moment-là, ça explique pourquoi il a peur puisqu'il n'a jamais vécu ses combats, soit il a du post-traumatisme
traumatique. Et pour moi, quelqu'un qui panique aussi facilement ne peut pas être dans l'organisation. En plus de ça, le fait qu'on n'ait pas d'autres indices et qu'habituellement on nous donne des petits indices pour savoir qui est le traître me prouve que pour moi, celui-ci n'est pas le traître. Maintenant, pour ce qui est du joueur 110, c'est peut-être un ancien VIP qui a une énorme dette, c'est pour ça qu'il dirait qu'il est quelqu'un d'important. Mais pour moi, ce n'est pas le cas, puisque celui-ci parle tout simplement coréen et on sait que les VIP sont des personnes qui sont riches à l'international et qu'en fait la rare personne qui parle coréen c'est tout simplement l'hôte de la Corée et du coup le joueur 001 que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2 et pour moi ce n'est pas du coup le joueur 110. Pour moi c'est tout simplement un politicien ou quelqu'un qui du coup avait beaucoup de fortune en Corée et qui s'est fait ruiner parce qu'il a perdu un de ses capitales ou autre chose encore. Pour moi le traître ou du moins la traître, c'est la fille qui prie. Oui, vous savez, la joueuse 44, là, un peu faux-folle, là. Vous vous doutiez pas du tout que ça pourrait être elle la traître, mais pour moi, il y a plusieurs facteurs qui nous prouvent que c'est elle. Le premier facteur, les plans de caméra. Et je trouve que ces plans de caméra ont beaucoup d'importance. La première chose, c'est quand notre personnage principal, notre protagoniste, parle d'un discours pour aller combattre ceux qui étaient derrière et du coup montrer l'importance qu'il faut défoncer ces personnes qui organisent les jeux, on a deux plans sur des personnes qui se marrent. Le premier sur le joueur 001 et on sait qui fait partie des organisateurs, mais le deuxième c'est justement sur cette fille qui est tout en haut comme d'habitude et qui se marre également. Pourquoi faire un plan sur cette joueuse 44 si c'est pour au final que ça ne sert à rien? À quoi ça sert de nous la montrer expressément? Et je vous jure, je vous montre la séquence, c'est vraiment, il est en train de faire discours, en train de parler des gens qui organisent les jeux et on a vraiment un plan sur ces deux personnages là seulement. Mais il y a un deuxième moment où il y a des plans de caméra un peu douteux et qui me permet d'affirmer cela. Lors de l'épisode 6 et du vote, on a quelqu'un du coup qui change son vote. On nous a dit que les personnes qui avaient choisi la croix auparavant avaient aucune raison de choisir le cercle, ce qui est normal. Si j'ai choisi la croix avant et que j'étais prêt à partir avec moins d'argent avant, normal que je veux partir. Mais on a quelqu'un qui a quand même changé son vote. Pourquoi? Et on voit qu'une fois qu'elle a changé son vote, celle-ci, en priant à regarder notre joueuse 44 qui est toute contente, juste avant ce vote, il n'y avait que deux personnes qui pouvaient convaincre cette personne de changer de camp. Le joueur 001 qui était avec elle, mais surtout celle-ci qui était en l'air. Pour moi, ces deux plans montrent beaucoup de choses et montrent que c'est elle la traite parmi les rangs. Surtout qu'en plus de ça, dans les personnes qui ont un peu capoté pendant le jeu du pentathlon, on n'a pas que le joueur 001. Oui, celui-ci était placé en dernier, comme ça si jamais son groupe perdait, il pouvait tout simplement se barrer tranquillement, il n'y aurait pas eu de preuve, tout le monde était mort. Mais il y en a une autre du coup qui a fait un peu exprès de perdre selon moi et qui prier les dieux, c'est justement cette joueuse 44. Et je suis désolé, mais depuis le début de cette saison 2, celle-ci est bizarre, a des comportements bizarres, et si vous le regardez plusieurs fois, on a l'impression que certes elle fait n'importe quoi de temps en temps, comme le joueur 001, mais que ce n'importe quoi en fait est très bien calculé, que celle-ci sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle se cache derrière un personnage. Donc certes, peut-être qu'elle fait ça justement parce qu'elle veut se donner un genre, mais je pense que ça cache un petit peu plus de choses et ces plans de caméra sont là pour nous le montrer. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire le plus brièvement possible, mais cette vidéo était un peu longue. Je suis désolé, je ne ferai pas de deuxième partie, même si j'ai d'autres éléments. Donc vous, n'hésitez pas à alimenter du coup ces éléments que j'ai pas pu mettre ou des nouveaux éléments que j'aurais pas forcément vu dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez mettre dedans. Et franchement, n'hésitez pas à mettre du coup si vous êtes d'accord, pas d'accord avec des points que j'ai dit. Franchement, je serais très content de débattre avec vous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est très important. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!